17 ans après avoir été chassée comme une malpropre, je revois mon père au mariage de ma sœur. Il ricane en me voyant descendre de ma vieille voiture. Tu n'as même pas de quoi t'acheter une robe correcte? Si ce n'était pas par pitié, personne ne t'aurait invité. Je souris en silence, serrant mon sac à main bon marché contre moi. Il ne sait pas que ce sac contient la clé de sa destruction. Soudain, le marié prend le micro, le visage baigné de larmes, s'agenouille devant moi devant 300 invités et dit « Veuillez accueillir celle qui a sauvé ma vie, ma patronne, la présidente Solène. » À cet instant, le sourire de mon père s'est figé pour l'éternité. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en triomphe, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde. Mon bureau se trouve au 45e étage de la Tour First, en plein cœur du quartier de la Défense à Paris. De là-haut, les voitures ressemblent à des fourmis et les problèmes du quotidien semblent insignifiants. Je venais de raccrocher avec le cabinet du ministre de l'économie, refusant poliment une invitation à dîner pour la 3e fois ce mois-ci, quand ma secrétaire, Élodie, est entrée. Elle tenait une enveloppe couleur crème, d'une qualité médiocre, qui jurait terriblement avec le marbre et le verre épuré de mon bureau. C'est arrivé par le courrier normal, Madame la Présidente. Pas de recommandé, pas de cachet d'entreprise. Juste, ça. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Ces boucles larges, un peu tremblantes mais qui se voulaient autoritaires. L'écriture de ma sœur, Rosen. Mais l'adresse au dos était celle de la maison familiale. Celle de mon père, Hubert. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un carton d'invitation imprimé sur du papier glacé bon marché qui essayait d'imiter le vélin royal. Hubert et Marie-Laure ont l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille Rosen avec Monsieur Malo Le Guen. Un mariage. Ma petite Rosen allait se marier. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait 10 ans et portait un appareil dentaire. Aujourd'hui, elle allait épouser un certain Malo. Mais ce n'était pas l'invitation qui a fait s'arrêter mon cœur. C'était le petit papier plié en 4 qui a glissé de l'enveloppe. Une note manuscrite de mon père. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste ces mots, écrits à la hâte. Je t'autorise à venir parce que Rosen a fait une crise de nerfs. Mais sois discrète. Je ne veux pas que tu fasses honte à la famille devant la belle famille de Malo. Ils sont très riches. Si tu as besoin d'aide pour le train, ne demande pas, je ne paierai pas, débrouille-toi. Hubert. J'ai senti une chaleur familière monter dans mon cou. Pas de la colère, non. C'était passé depuis longtemps. C'était du mépris. Pur et dur. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau d'art moderne. J'ai composé le code. À l'intérieur, il y avait des dossiers confidentiels sur des fusions-acquisitions valant des milliards d'euros, des bijoux en diamant, des obligations d'État. Mais je n'ai rien touché de tout cela. J'ai pris un petit cadre en bois simple, posé au fond. Sous la vitre, il y avait un vieux billet de 50 euros. Il était froissé, taché de boue séchée depuis près de 2 décennies. Ce billet était mon histoire. Ce billet était la raison pour laquelle Solène, la jeune fille effrayée, était devenue la présidente Solène, la femme d'affaires redoutée que le magazine Forbes avait classée parmi les plus influentes d'Europe. J'ai caressé la vitre froide. Tu as peur que je te fasse honte, papa, ai-je murmuré dans le silence feutré de mon bureau. Tu ne sais pas à quel point tu as raison. Mais pas pour les raisons que tu imagines. J'ai appuyé sur l'interphone. Élodie ? Annulez mes rendez-vous avec la délégation japonaise pour vendredi et lundi. Bien madame. Je réserve votre jet pour Bordeaux ? Ou la limousine ? Non. Ni l'un ni l'autre. J'ai souri, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Sortez la vieille Peugeot 206 du garage de stockage. Celle que j'ai gardée de mes années d'étudiante. Et trouvez-moi une robe, simple. Quelque chose qu'une employée de bureau en difficulté pourrait porter. Madame ? La voix d'Élodie trahissait sa confusion. Je rentre à la maison, Élodie. Et je veux m'assurer qu'il voit exactement ce qu'il s'attend à voir. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre que le lion vieillissant morde à l'hameçon.
Il y a des souvenirs qui s'estompent, et d'autres qui restent gravés dans la chair comme une brûlure à l'acide. La nuit de mes 21 ans appartient à la seconde catégorie. C'était à Lyon, dans la maison bourgeoise où j'avais grandi. Dehors, un orage d'automne battait les volets avec une violence rare, comme si le ciel lui-même voulait avertir de la catastrophe à venir. Nous étions dans le salon. Mon père, Hubert, se tenait devant la cheminée, un verre de cognac à la main. À l'époque, ses affaires commençaient déjà à péricliter, mais il maintenait les apparences avec une rigidité désespérée. « Tu vas épouser le fils de Delacroix », avait-il déclaré sans même me regarder. La banque nous menace de saisir les hôtels. Une alliance avec la famille Delacroix est la seule solution. Je venais de recevoir mon diplôme. J'avais des rêves, des ambitions. Je voulais créer ma propre société d'investissement. Je voulais être libre. Non, papa, avais-je répondu, la voix tremblante mais ferme. Je ne suis pas une monnaie d'échange. Je veux travailler. Je peux aider à redresser l'entreprise, j'ai des idées. Le verre de cognac s'était brisé contre le mur, à quelques centimètres de ma tête. Les éclats de cristal avaient volé partout. Ma mère s'était recroquevillée sur le canapé, n'osant pas dire un mot. Rosaine, 10 ans, pleurait en haut de l'escalier. « Tes idées » avait-il hurlé, le visage pourpre. « Tu es une femme. Ta seule valeur, c'est ton nom et ta capacité à faire des héritiers. Si tu refuses ce mariage, tu ne sers à rien ici. Tu es un parasite. » Il avait saisi ma valise, qu'il avait déjà fait préparer par la bonne, et l'avait traînée jusqu'à la porte d'entrée. Il l'avait ouverte en grand. La pluie s'engouffrait dans le hall, glaciale et impitoyable. « Sors. Papa, s'il te plaît. Il fait nuit, je n'ai nulle part où aller. Tu te crois plus intelligente que moi? Tu veux faire carrière? Allez, va faire carrière dans le caniveau. Tu ne tiendras pas une semaine sans mon argent. Tu reviendras ramper à mes pieds. » Il m'a poussé dehors. J'ai trébuché sur les marches en pierre, mes genoux heurtant le gravier mouillé. La douleur était aiguë, mais moins que celle qui déchirait ma poitrine. Alors que je me relevais, trempé jusqu'aux os, il a sorti son portefeuille. Il en a tiré un billet de 50 €. Tiens. Il l'a jeté. Le billet a virevolté dans le vent avant d'atterrir dans une flaque de boue brune. Pour ton billet de train. C'est la dernière chose que tu auras de moi. À partir de maintenant, tu es morte pour cette famille. La porte en chêne massif a claqué. Le bruit a résonné comme un coup de feu. J'ai entendu le verrou tourner. Puis, le silence, seulement brisé par le tonnerre et les sanglots étouffés de ma mère derrière la porte. Je suis resté là, sous la pluie battante, à fixer ce billet de 50 € qui se gorgeait d'eau sale. C'était tout ce que je valais à ses yeux. 50 € et une flaque de boue. J'ai ramassé le billet. Mes doigts étaient engourdis par le froid. Je l'ai serré si fort que mes ongles ont entamé ma paume. « Tu as tort, Hubert », ai-je chuchoté à la maison fermée, utilisant son prénom pour la première fois. Je ne reviendrai jamais ramper. Mais un jour, je reviendrai. Et ce jour-là, tu comprendras que tu as jeté un diamant en pensant que c'était du verre. J'ai marché jusqu'à la gare, traînant ma valise. J'ai dormi sur un banc cette nuit-là, serrant le billet humide contre ma poitrine. Je ne l'ai jamais dépensé. J'ai fait la plonge, j'ai nettoyé des bureaux, j'ai dormi dans des foyers, mais j'ai gardé ce billet. Il était mon carburant. Chaque fois que je voulais abandonner, chaque fois que la fatigue me submergeait pendant mes nuits d'études interminables, je le regardais. 17 ans plus tard, alors que je conduis ma vieille Peugeot sur l'autoroute A10 en direction du sud-ouest, ce souvenir est aussi vif que l'éclair qui avait déchiré le ciel cette nuit-là. Le billet est dans mon sac à main, protégé dans son cadre. Je ne suis plus la jeune fille de 21 ans qui pleurait sous la pluie. Je suis Solène. Et je rentre à la maison pour régler l'addition. Le GPS indiquait encore 5 kilomètres avant l'arrivée. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une anticipation électrique. Je conduisais depuis 6 heures. J'avais laissé ma vie parisienne, mes gardes du corps, mes chauffeurs et mes costumes sur mesure derrière moi. Je portais une robe simple, achetée dans une grande enseigne de prêt-à-porter, et des chaussures un peu usées.
J'avais même pris soin de ne pas mettre de maquillage coûteux. Le château de Montaigne, en Dordogne, se dressait devant moi, majestueux au milieu des vignes. C'était un lieu magnifique, typique de ces endroits que mon père affectionnait, grandiose, intimidant et terriblement cher. Je savais qu'il avait dû s'endetter jusqu'au cou pour louer cet endroit. Pour Hubert, l'apparence était tout. J'ai ralenti en approchant de l'allée principale bordée de cyprès. Devant moi, une file de voitures de luxe avançait lentement, Porsche, Mercedes, Jaguar. Le soleil de fin d'après-midi faisait étinceler leur carrosserie immaculée. Ma petite Peugeot 206 grise, avec son pare-chocs arrière légèrement enfoncé et son bruit de moteur un peu poussif, détonnait complètement dans ce défilé de vanité. Lorsque je suis arrivé à la hauteur du valet de parking, un jeune homme en livrée impeccable, il a jeté un coup d'œil à ma voiture, puis à moi, avec une expression de dédain non dissimulée. Il n'a même pas ouvert ma portière. Les livraisons se font par l'entrée de service, à l'arrière des cuisines, mademoiselle, a-t-il dit sèchement en me faisant signe de dégager le passage. J'ai baissé ma vitre manuelle en grinçant. Je suis une invitée. Solène, la sœur de la mariée. Le valet a haussé un sourcil, sceptique. Il a consulté sa tablette avec une lenteur exaspérante, me laissant bloquer la Ferrari derrière moi qui commençait à klaxonner impatiemment. Ah. Oui. Solène. Il a prononcé mon nom comme s'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Le parking des invités est complet ici. Veuillez vous garer dans le champ, là-bas, derrière les poubelles. C'est à 500 mètres de marche. J'ai hoché la tête sans protester. Merci. J'ai garé ma voiture dans l'herbe haute, mes roues patinant légèrement dans la boue d'une averse récente. En sortant, mes chaussures se sont enfoncées dans la terre meuble. J'ai dû marcher jusqu'au château, le vent ébouriffant mes cheveux que j'avais volontairement laissés naturels. En arrivant sur le parvis, j'ai vu mon père. Hubert. Il n'avait pas beaucoup changé, si ce n'est que ses cheveux étaient plus gris et son ventre plus proéminent sous son costume 3 pièces. Il accueillait les invités avec de grands gestes théâtraux, riant fort, jouant le rôle du patriarche prospère. Dès que ses yeux se sont posés sur moi, son sourire s'est éteint. Il s'est excusé auprès d'un couple âgé et s'est précipité vers moi, non pas pour m'embrasser, mais pour m'intercepter avant que je n'entre dans le champ de vision des invités importants. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il sifflé entre ses dents, me saisissant le bras assez fort pour faire mal. « Bonjour, papa. » Ne m'appelle pas papa ici. Regarde-toi. Il a pointé mes chaussures tachées de boue. Tu arrives à pied comme une vagabonde ? J'ai vu ta poubelle roulante dans le champ. Tu veux me tuer ? Tu veux que tout le monde pense que ma fille est une ratée ? Tu m'as dit de me débrouiller pour le voyage, ai-je répondu calmement. C'est ma voiture. Elle roule. Il m'a regardé avec un dégoût si profond que j'ai cru qu'il allait me cracher dessus. Si ce n'était pas pour ta sœur qui a pleurniché pendant des jours, je te ferais virer par la sécurité. Va te cacher aux toilettes et essaie de nettoyer cette boue. Et pour l'amour de Dieu, ne parle à personne. Surtout pas à la famille du marié. Ils sont d'un autre monde que toi. Je sais me tenir, Hubert. On verra. Allez, disparais. Tu me donnes la nausée. Il m'a tourné le dos pour aller accueillir un homme d'affaires local avec une courbette obséquieuse. J'ai regardé son dos large, sa nuque rouge. Il pensait que la boue sur mes chaussures était une marque de pauvreté. Il ne savait pas que ses chaussures étaient faites sur mesure par un artisan bottier de Florence et valaient plus cher que sa montre. La boue n'était pas la honte. La honte, c'était cet homme. Et la leçon allait bientôt commencer. Je me suis faufilé à travers le grand hall, évitant les regards curieux, et j'ai trouvé la suite nuptiale. J'ai frappé doucement. Entrez. La voix était faible. J'ai poussé la porte. Rosen était assise devant une coiffeuse, dans une robe de mariée qui semblait l'engloutir. Elle était magnifique, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Quand elle m'a vu dans le miroir, elle s'est retournée brusquement et a couru vers moi, manquant de trébucher dans sa traîne. Solène. Elle s'est jetée dans mes bras, pleurant comme l'enfant qu'elle était la dernière fois que je l'avais vue. Tu es venue. Je pensais que papa t'avait fait peur. Je suis là, ma chérie. Je suis là. J'ai caressé ses cheveux.
Elle tremblait. Calme-toi. Tu vas gâcher ton maquillage. C'est horrible, Solène. Papa n'arrête pas de crier sur les traiteurs, il veut que tout soit parfait pour impressionner Malo. Il dit que ce mariage est sa dernière chance de sauver les hôtels. J'ai l'impression d'être vendue, comme toi à l'époque. Mon cœur s'est serré. L'histoire se répétait. Mais cette fois, j'étais là pour changer la fin du scénario. Écoute-moi, Rosen. Malo, est-ce que c'est un homme bien? Est-ce que tu l'aimes? Elle a reniflé et a hoché la tête vigoureusement. Oh oui. Malo est merveilleux. Il se fiche de l'argent de papa, il sait que c'est du vent. Il m'aime pour moi. Mais papa, il ne voit en Malo qu'un chéquier ambulant. Malo est très riche, tu sais. Il a créé une start-up de biotechnologie. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Un homme grand, brun, avec un visage intelligent et des yeux vifs, est entré. Il portait un smoking, mais son nœud papillon était défait, signe qu'il étouffait un peu dans ce décorum. C'était Malo Le Guen. Le marié. Rosen, chérie, ton père est en train de menacer le pianiste, je dois. Il s'est arrêté net en me voyant. Le temps s'est comme suspendu dans la pièce. Malo a écarquillé les yeux. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il n'en croyait pas ses sens. La couleur a quitté son visage, puis est revenue d'un coup. Il a fait un pas vers moi, ses mains tremblant légèrement. Madame la présidente, a-t-il balbutié. Solène? C'est vous? Rosen nous regardait, confuse. Vous vous connaissez? Malo allait se jeter à genoux, je le voyais dans sa posture. Il avait ce respect immense, presque religieux, que me vouaient ceux que j'avais sortis du gouffre. J'ai rapidement porté un doigt à mes lèvres et j'ai secoué la tête imperceptiblement. Malo, ai-je dit d'une voix douce mais ferme, celle que j'utilisais en salle de conseil. Je suis ravie de te revoir. Je suis la grande sœur de Rosen. Juste la sœur, aujourd'hui. Malo, qui était l'un des esprits les plus brillants de sa génération, a compris instantanément. Il a ravalé son exclamation, s'est redressé, mais son regard restait chargé d'une admiration intense. Je ne savais pas. Rosen m'a dit que sa sœur s'appelait Solène, mais je n'ai jamais fait le lien. Vous n'utilisez jamais votre nom de famille dans les affaires. C'est exact, ai-je confirmé. Et j'aimerais que cela reste ainsi pour la soirée. Mon père ne sait rien. Pour lui, je suis juste une ratée qui vit dans un studio. Malo a laissé échapper un petit rire nerveux, presque hystérique. Une ratée? Vous? C'est la meilleure blague du siècle. Si Hubert savait qu'il a le requin le plus puissant de Paris dans sa propre famille. Il ne doit pas savoir. Pas encore. Laisse-le jouer son rôle. Laisse-le montrer qui il est vraiment. Malo a échangé un regard avec moi. Un regard de complicité. Il détestait l'arrogance d'Hubert autant que moi. Comptez sur moi, Solène. Mais, je ne peux pas vous laisser assise n'importe où. Aussi. Je veux être assise exactement là où Hubert m'a placée. Je veux voir jusqu'où il ira. Malo a souri. Un sourire carnassier. Alors préparez-vous, belle-sœur. Le spectacle va être intéressant. Nous étions alliés. Le pion et la reine s'étaient trouvés sur l'échiquier, et le roi adverse ne se doutait de rien. La salle de réception était somptueuse. Des lustres en cristal pendaient du plafond voûté, des compositions florales immenses ornaient chaque table. Mon père n'avait pas lésiné sur les moyens, ou plutôt sur les crédits. Les tables étaient nommées d'après des grands crus de Bordeaux, Pétrus, Margaux, Latour. Les invités d'honneur, les partenaires d'affaires riches et la famille de Malo étaient installés près de la table d'honneur. J'ai cherché mon nom. Je l'ai trouvé tout au fond de la salle, près des portes battantes des cuisines et des toilettes. Ma table ne portait pas de nom de vin prestigieux. C'était la table, entre deux mers. La table des pièces rapportées. J'étais assise avec la vieille nounou de Rosen, sourde comme un pot, deux cousins éloignés au chômage que personne ne calculait, et le photographe assistant. C'était la place de la honte. La place destinée à me faire sentir petite, invisible. Le dîner a commencé.
Les plats défilaient, foie gras, homard, tourne-dos Rossini. De ma place, je voyais mon père rire fort à la table d'honneur, remplissant le verre du père de Malo, essayant désespérément de s'intégrer. Soudain, une ombre s'est penchée sur ma table. C'était Gérard, le bras droit de mon père depuis toujours. Un homme visqueux, aux yeux fuyants, qui avait toujours pris plaisir à m'humilier quand j'étais enfant pour plaire à son patron. Tiens, a-t-il croassé, attirant l'attention des tables voisines. La fille prodigue est de retour. On m'avait dit que tu étais là, mais je ne te croyais pas. On te confondrait presque avec le personnel de service dans cette robe. Les cousins ont baissé la tête, gênés. Moi, j'ai continué à couper ma viande calmement. Bonsoir, Gérard. Toujours aussi charmant. Il a ri, un son gras et désagréable. Il tenait un verre de vin à la main et tanguait légèrement. Alors, il paraît que tu fais la manche à Paris? Ton père est inquiet, tu sais. Il a peur que tu lui demandes de l'argent. Il s'est penché plus près, son haleine chargée d'alcool me frappant le visage. Écoute, j'ai besoin d'une femme de ménage pour mes bureaux à la zone industrielle. C'est payé au SMIC, mais pour toi, c'est déjà une fortune, non? Je peux t'arranger ça. Par pitié. Quelques invités aux tables proches ont ricané. Mon père, qui passait par là pour surveiller le service, s'est arrêté. Il a entendu. Au lieu de défendre sa fille, il a souri. Gérard a raison, Solène, a dit mon père d'une voix forte, s'assurant que tout le monde entende. Il ne faut pas avoir honte de faire des petits boulots. Tout le monde n'a pas l'étoffe d'un chef d'entreprise. Accepte l'offre de Gérard. C'est ça ou la rue, non? J'ai posé mes couverts. J'ai pris mon verre de vin. C'était un Château Margaux 2005. Ironiquement, ma société d'investissement, Aurora, avait racheté 15% des parts de ce vignoble l'année dernière. Techniquement, je buvais mon propre vin. J'ai fait tourner le liquide pourpre dans le verre, regardant les jambes du vin couler sur le cristal. C'est une offre généreuse, Gérard, ai-je dit, ma voix claire coupant le brouhaha. Mais je crains de ne pas être qualifié. Je n'ai pas l'habitude de nettoyer les ordures, je préfère les éliminer. Gérard a cligné des yeux, ne comprenant pas tout à fait l'insulte. Mon père, lui, a froncé les sourcils. Ne fais pas la maligne, a-t-il grondé. Tu devrais remercier Gérard. Allez, finis ton assiette et essaie de ne pas te faire remarquer. Il a tapé sur l'épaule de Gérard et ils sont partis en riant, fiers de leur petite démonstration de pouvoir. Ils se sentaient forts. Ils se sentaient intouchables. J'ai bu une gorgée de vin. Il était excellent. Complexe, avec une longue finale. Comme la vengeance. Avez-vous déjà vécu un moment où un membre de votre famille ou un ami a essayé de vous rabaisser en public? Comment avez-vous réagi? Avez-vous gardé le silence comme moi ou avez-vous explosé? Dites-le moi en commentaire, je lis toutes vos histoires. La soirée avançait. Le moment des cadeaux approchait. Et je savais que l'humiliation finale était encore à venir. Le moment des discours et des cadeaux est toujours un concours d'ego dans ce genre de milieu, et ce soir-là, Hubert était déterminé à gagner la médaille d'or. Il est monté sur l'estrade, le visage rougeaud, un micro à la main. Il a fait signe à 2 serveurs qui ont apporté une énorme boîte recouverte de velours. Pour ma fille Rosen et mon nouveau fils Malo, a-t-il tonné. Chez les Hubert, nous ne faisons pas les choses à moitié. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une clé de voiture géante en carton, et la vraie clé accrochée. Une Porsche 911 Carrera. Garée devant l'entrée. Des applaudissements polis mais nourris ont retenti. Rosen a souri, gênée, sachant que son père n'avait pas les moyens de ce cadeau. Malo a remercié poliment, bien qu'il ait probablement assez d'argent pour s'acheter l'usine Porsche s'il le voulait. Mon père savourait son moment. Il se sentait roi. Et comme tout tyran, il avait besoin d'un bouc émissaire pour rehausser sa grandeur. Ses yeux ont balayé la salle et se sont fixés sur moi, au fond, dans l'ombre. Et toi, Solène, a-t-il lancé au micro. Sa voix a résonné dans les enceintes, glaçant l'atmosphère. La sœur aînée. Celle qui a quitté le navire il y a 17 ans pour faire fortune. Il a ri, moqueur.
Alors, qu'est-ce que tu as apporté? Un grille-pain? Un bon pour un lavage auto gratuit? La salle a ri. Un rire cruel, de meute. Rosen a enfoui son visage dans ses mains. Malo s'est tendu, prêt à bondir, mais je l'ai fixé du regard. Pas encore. Je me suis levé. J'ai pris mon sac à main. J'ai marché lentement vers l'estrade. Le bruit de mes talons sur le parquet ancien était le seul son dans la pièce. Je sentais les regards peser sur ma robe simple, sur mes cheveux sans artifice. Arrivé devant lui, je n'ai pas pris le micro. J'ai simplement sorti une enveloppe blanche, toute simple. Pas de ruban, pas de dorure. Tiens, papa. C'est pour Rosen. Il m'a arraché l'enveloppe des mains avec un geste brusque. Voyons voir ça. Il l'a déchirée sans aucune délicatesse. Il en a sorti quelques feuilles de papier agrafées. Des documents notariés. Il a jeté un coup d'œil rapide, sans lire vraiment. Il a vu des termes juridiques, des tampons. C'est quoi ça? Il a secoué les papiers avec dédain. Des actions d'une société fantôme? Un poème? C'est ça ton cadeau? Du papier? Il n'a même pas laissé le temps à Rosen de voir. Il a jeté les documents sur la table des cadeaux comme on jette un mouchoir sale. Pathétique, a-t-il murmuré assez fort pour que les premiers rangs entendent. Tu n'as même pas honte. Retourne t'asseoir avant que je ne te fasse sortir. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Tu devrais lire les petites lignes, Hubert. Je ne lis pas les excuses des perdants. Dégage. Je me suis retournée et j'ai commencé à descendre les marches. C'est à ce moment-là que Malo s'est levé. Il s'est précipité vers la table des cadeaux. Il a ramassé les documents que mon père avait jetés. Ses mains ont tremblé en lisant la première page. Puis la deuxième. Il a levé les yeux vers moi, stupéfait. Il a vu l'adresse. Place Vendôme, Paris. Il a vu la valeur estimée. 3,2 millions d'euros. Il a vu la mention « Payé intégralement ». C'était l'acte de propriété d'un penthouse de 200 mètres carrés en plein cœur de Paris. Mon cadeau pour que Rosen puisse enfin échapper à l'emprise de notre père et vivre sa vie d'artiste. Malo a serré les papiers contre sa poitrine. Il a regardé son beau-père qui se pavanait encore. Hubert. A commencé Malo, sa voix vibrant d'une émotion étrange. Quoi? C'est bon, on jette ça à la poubelle plus tard. Autour du gâteau, a coupé mon père. Non, a dit Malo. Il a pris le micro. Non, on ne jette pas ça. Et on ne coupe pas le gâteau tout de suite. J'ai quelque chose à dire. L'air dans la salle a changé. La tension était palpable. Malo n'avait plus l'air du gendre idéal et docile. Il avait l'air du PDG qui s'apprête à faire une annonce de marché. Il avait l'air d'un homme en colère. Malo se tenait au centre de la scène, le micro serré si fort que ses jointures étaient blanches. Il ne regardait pas la foule. Il regardait mon père, puis moi. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, sa voix étonnamment calme contrastant avec l'électricité ambiante. Hubert vient de dire que dans cette famille, on respecte ceux qui réussissent. Ceux qui créent de la valeur. Mon père a hoché la tête, bombant le torse, pensant que Malo allait faire son éloge. Il y a 10 ans, a poursuivi Malo, j'étais étudiant. J'avais une idée pour un nouveau traitement contre les maladies rares. Mais je n'avais pas un sou. J'ai fait le tour de toutes les banques de France. Toutes m'ont ri au nez. J'étais endetté, je dormais dans ma voiture. J'étais, comme Hubert le dirait, un raté. La salle était silencieuse. Personne ne connaissait cette partie de l'histoire du brillant fondateur de Biogène. Un soir, j'étais prêt à tout abandonner. J'étais sur le pont de l'Alma, regardant l'eau noire. Et puis, mon téléphone a sonné. Une femme m'avait repéré lors d'un concours universitaire que j'avais perdu. Elle m'a convoqué dans son bureau le lendemain à 6 heures du matin. Malo a pris une profonde inspiration. Je suis arrivé, mal rasé, avec mes vêtements froissés. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a écouté pendant 10 minutes. Puis elle a sorti son chéquier. Elle a signé un chèque de 500 000 euros. Sans garantie.
Sans hypothèque. Elle m'a dit, je n'investis pas dans votre molécule, Malo. J'investis dans votre rage de vaincre. Ne me décevez pas. Des murmures ont parcouru la salle. Hubert fronçait les sourcils, confus. Qui était-ce, a-t-il lancé, essayant de reprendre le contrôle de la narration. Une riche héritière? Elle est là? Je devrais la remercier d'avoir fait de toi un bon parti. Malo a souri tristement. Oh oui, elle est là, Hubert. Mais vous ne l'avez pas vue. Vous étiez trop occupé à l'insulter. Le temps s'est arrêté. Mon père a regardé autour de lui, cherchant une femme en robe de soirée, couverte de bijoux. Malo est descendu de l'estrade. Il a traversé la salle, fendant la foule comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Il s'est dirigé vers le fond. Vers la table, entre deux mers. Vers la table des exclus. Il s'est arrêté devant moi. J'étais toujours assise, mon verre de vin à la main, imperturbable. Malo a posé le micro sur la table. Il a ajusté sa veste. Et là, devant tout le gratin de Bordeaux, devant mon père, devant Gérard qui avait la bouche ouverte, Malo Le Guen, l'homme de l'année, a mis un genou à terre. Il a baissé la tête en signe de respect absolu. Madame la Présidente, a-t-il dit, sa voix portant sans micro dans le silence de cathédrale. Merci d'être venue. Merci d'avoir sauvé ma vie il y a 10 ans. Et merci d'être la sœur de ma femme. Puis il s'est relevé, m'a tendu la main et a dit fort, Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir ma patronne, la fondatrice et présidente du groupe Aurora, l'une des plus grandes fortunes de France. Solène. Le bruit du verre de mon père se brisant au sol a été le seul son pendant 5 secondes. Hubert était livide. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Gérard s'était étouffé avec son petit four. Les cousins à ma table me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Je me suis levée lentement. J'ai lissé ma robe simple. J'ai pris la main de Malo. Relève-toi, Malo. Tu vas salir ton pantalon, ai-je dit doucement. Et tu sais que je déteste les scènes. Il le fallait, a-t-il répondu. Je me suis tournée vers mon père. Il était à 10 mètres, pétrifié. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la compréhension se faire lentement dans son cerveau embrumé par l'alcool. Aurora. Le groupe Aurora. Celui qu'il essayait désespérément de contacter depuis des mois pour racheter ses dettes. Il avait envoyé des dizaines de mails, laissé des messages suppliants à la direction. La direction, c'était moi. La fille qu'il venait d'envoyer manger à la cuisine. Solène, a-t-il coassé, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air. Aurora, c'est toi? Je n'ai pas eu le temps de répondre. La vérité était trop lourde, le choc trop violent pour un homme dont le cœur était aussi fragile que son ego. Le visage d'Hubert a viré du blanc au violet en une fraction de seconde. Il a porté la main à sa poitrine, griffant sa chemise de soie. Ses yeux, fixés sur moi, étaient remplis d'une terreur absolue. Non pas la peur de mourir, mais la peur insupportable d'avoir tort. Il a vacillé. Gérard a essayé de le retenir, mais Hubert était un homme lourd. Il s'est effondré comme un chêne abattu, frappant le sol avec un bruit sourd et mat qui a fait hurler Rosen. « Papa !» Elle s'est précipitée vers lui, sa robe de mariée balayant le sol. Le chaos a éclaté. Les invités se sont levés, renversant des chaises. Quelqu'un a crié, « Un médecin !» Y a-t-il un médecin? Mais nous étions au milieu des vignes, dans un château isolé, entouré de banquiers et d'hôteliers, pas de médecin. Je suis restée immobile une seconde, observant la scène. Mon père était au sol, convulsant, la bouche écumante. C'était l'homme qui m'avait jeté sous la pluie. L'homme qui venait de me renier publiquement. Une part de moi, la part blessée, voulait se détourner et partir. Le laisser face à son destin. C'était le karma, après tout. Mais Solène la présidente ne fuyait jamais une crise. J'ai vu Gérard paniquer, secouant mon père comme un prunier, ce qui était la pire chose à faire. Lâche-le, ai-je ordonné. Ma voix a claqué comme un fouet, coupant à travers les cris hystériques. J'ai avancé. Les invités s'écartaient instinctivement, sentant l'autorité émaner de moi.
Ce n'était plus la sœur pauvre qui marchait. C'était le chef. Je me suis agenouillée près de lui. Il ne respirait plus. Son pouls était filant, presque inexistant. Infarctus massif. Malo, écarte tout le monde. J'ai besoin d'air. Malo a immédiatement obéi, repoussant les curieux. J'ai regardé Gérard, qui pleurnichait inutilement. Toi. J'ai pointé mon doigt vers lui. Tu arrêtes de pleurer. Tu mets tes mains sous ses jambes et tu les surélèves. Maintenant. Mais Maintenant. Ou je te jure que je rachète ta boîte demain matin pour la fermer l'après-midi même. Gérard s'est exécuté, terrorisé. J'ai commencé le massage cardiaque. 1, 2, 3, 4. J'appuyais fort, cassant probablement une côte au passage, mais c'était nécessaire. Appelez le SAMU, a crié quelqu'un. Ils mettront 45 minutes à venir d'ici, a répondu un serveur. Les routes de campagne sont sinueuses. 45 minutes. Il serait mort et froid d'ici là. Je continuais de pomper. La sueur perlait sur mon front. Mon père était en train de mourir sous mes mains. Ces mêmes mains qu'il trouvait indignes. J'ai tourné la tête vers Malo. Mon sac. Apporte-moi mon sac. Malo m'a lancé mon sac à main bon marché. J'ai continué à masser d'une main tout en fouillant de l'autre. J'en ai sorti un téléphone épais, noir, avec une antenne robuste. Un téléphone satellite. J'ai composé un numéro unique. Une touche préprogrammée. Aurora Sécurité, j'écoute. Ici code Alpha 01. Solène. J'ai une urgence vitale. Infarctus en cours. Localisation, Château de Montaigne, Dordogne. Bien reçu, Madame la Présidente. On vous géolocalise. J'ai besoin d'une évacuation immédiate. Hélicoptère médicalisé. Priorité absolue. Il y a eu un silence de 2 secondes, puis la voix calme de l'opérateur, l'unité Hélismur privée de Bordeaux est en l'air. Ils seront sur vous dans 8 minutes. Maintenez le patient en vie, madame. J'ai raccroché et jeté le téléphone sur le tapis persan. J'ai repris le massage à 2 mains. Reste en vie, Hubert. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu ne vas pas mourir avant que je t'ai dit tout ce que j'ai à te dire. Les 8 minutes les plus longues de ma vie. Je comptais à voix haute, rythmant mes compressions. Et 1, et 2, et 3. Hubert était gris. Ses yeux étaient ouverts mais révulsés. Rosen tenait sa main inerte, sanglotant doucement. Solène, il est parti. A-t-elle murmuré. Tais-toi. Il ne partira pas. Je refusais de le laisser mourir maintenant. Ce serait trop facile pour lui. Il devait survivre pour voir ce que j'étais devenu. Il devait survivre pour vivre avec la honte. Soudain, un bruit sourd s'est fait entendre au loin. Un thump-thump-thump rythmé qui a fait vibrer les verres de cristal sur les tables. Le bruit s'est intensifié rapidement, devenant un rugissement assourdissant. Des lumières puissantes ont balayé les fenêtres du château, aveuglant les invités qui se pressaient aux vitres. Le vent des pales a fait voler les nappes et les compositions florales sur la terrasse. Un hélicoptère blanc et bleu, portant le logo doré d'Aurora sur le flanc, s'est posé avec une précision chirurgicale sur la pelouse impeccable du parc, écrasant au passage les rosiers primés dont mon père était si fier. Tant pis pour les roses. La porte latérale a coulissé avant même que les patins ne touchent le sol. Une équipe de 3 médecins en combinaison orange a sauté, courant vers nous avec des mallettes et un brancard. Ils sont entrés dans la salle de bal comme un commando. Le chef de l'équipe m'a repéré immédiatement. Madame la Présidente. Il s'est agenouillé à côté de moi. On prend le relais. Je me suis écartée, haletante, mes mains tremblant sous l'effet de l'adrénaline qui retombait. Ils ont branché des électrodes, intubé Hubert, injecté de l'adrénaline. Fibrillation ventriculaire. On choque. Écartez-vous. Le corps de mon père a sursauté sous le choc électrique. 1 fois. 2 fois. Rythme sinusal récupéré. On a un pouls. Faible mais stable. Un soupir collectif a traversé la salle. On l'évacue vers la clinique Saint-Augustin.
Madame la présidente, vous venez avec nous? J'ai regardé autour de moi. Les invités me fixaient avec un mélange de crainte et de fascination. Gérard se cachait derrière une colonne. Le valet qui m'avait envoyé au champ avait la tête baissée. Non, ai-je dit. Emmenez Rosen. Elle a besoin d'être avec lui. Je vous rejoindrai avec ma voiture. Bien madame. Ils ont chargé Hubert sur le brancard. Au moment de passer les portes, le médecin-chef s'est arrêté et s'est tourné vers Gérard, qui bloquait le passage. Poussez-vous, a aboyé le médecin. C'est l'ordre de la présidente. Gérard a sauté sur le côté comme un lapin effrayé. L'hélicoptère a redécollé dans un tourbillon de poussière et de feuilles mortes, emportant mon père vers la meilleure clinique privée de la région, un établissement que ma holding avait financé l'année dernière. Ironie du sort, il allait être sauvé par l'argent qu'il méprisait tant. Je suis resté seul au milieu de la salle de bal dévastée. Malo s'est approché de moi et m'a tendu un verre d'eau. Tu as été incroyable, a-t-il dit. J'ai bu une gorgée. Mes mains étaient sales, couvertes de poussière du sol. Ce n'est pas fini, Malo. Il reste une dernière chose à régler. J'ai ramassé mon sac à main. J'ai marché vers la sortie.